Bonjour à tous. Donc suite à la dernière vidéo que j'ai fait sur Poutine le mondialiste, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet très important. Donc ça me paraît vraiment être un sujet fondamental. La vidéo que j'ai fait la dernière fois, c'était un petit peu une introduction pour vous permettre de mieux comprendre celle-ci. Aujourd'hui, je vais en fait parler du plan à long terme de la Russie. Donc en fait, c'est un plan qui rentre en fait dans le plan mondialiste, comme je vais vous montrer, et qui date de la fin des années 50. Donc je vais en fait particulièrement m'appuyer sur le témoignage de deux personnes, deux anciens enfin, du KGB, disons pour l'un ancien du KGB et pour l'autre en fait un ancien général tchèque, donc du temps de l'Union soviétique. Voilà, je vais m'appuyer sur leurs témoignages en particulier, et puis il y aura d'autres témoignages aussi qui viendront s'ajouter. Le premier de ces transfuges s'appelle Anatoly Golitsyn. Donc je vais présenter un petit peu son parcours. Donc il était commandant au KGB dans le service de la planification. Donc c'est la planification stratégique sous la direction de Ivan Agayantz. Donc celui qui était connu pour l'opération en fait qui a de désinformation autour du pape Pie XII. Donc il était cadre analyste dans la section concernant l'OTAN des services d'intelligence soviétiques. Donc en fait, il faisait partie du département D, donc D comme désinformation. Enfin, c'est pas le mot exact en russe, mais voilà, c'était le service de désinformation du KGB dans l'Union soviétique. Donc en 1961, il est nommé à l'ambassade du RSS en Finlande. Et le 15 décembre 1961, il profite donc d'être loin de l'URSS pour passer à l'ouest avec sa famille. Donc en fait, quand il arrive aux États-Unis, il est interrogé par James Angleton, donc le chef des services de contre-espionnage de la CIA. Et en 1984, Anatoly Golitsyn publie un ouvrage donc, qui s'appelle New Lies for Old, dans lequel il avertit les Occidentaux de la stratégie à long terme des Soviétiques, tendant à donner une fausse impression de sécurité à l'Ouest, tout en essayant d'isoler les États-Unis de leurs principaux alliés. En 1995, il publie un autre livre, donc, qui s'appellera The Perestroika Deception, où il analyse la continuité de l'action politique russe en dépit de la disparition de l'URSS. Donc en fait, Golitsyn est considéré comme le transfuge le plus important de la guerre froide. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il a raconté, pourquoi est-ce qu'il est vu par certains comme le transfuge le plus important. Donc en fait, en arrivant aux États-Unis, donc il donne toutes ses connaissances à la CIA, donc par l'intermédiaire de James Angleton. Donc il fait ça en 1962. Il écrit son livre en 1968, mais en fait il est publié qu'en 84 parce que la CIA lui demande un petit peu d'attendre afin d'avoir la primauté de l'information et voilà, enfin il préfère attendre un peu que ce soit un peu moins chaud, que les révélations soient un peu moins bouillantes qu'à l'époque où il arrive aux États-Unis. Donc en fait il révèle à la CIA le plan à long terme de l'Union soviétique sur lequel le KGB travaille. Donc ce plan à long terme, donc qui est proposé par Shelepin, donc le directeur du KGB de l'époque, en 1958, entraîne la création du département D, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce plan est présenté en mai 1959 à la conférence de Moscou devant 2000 officiers supérieurs du KGB. Donc en fait c'est un programme de désinformation stratégique qui est inspiré en fait par les écrits de Sun Tzu et par les écrits de Lénine, parce que Lénine parlait beaucoup de désinformation dans ses œuvres. Donc en fait le dernier chapitre du livre de Golitsyn, c'est des prédictions en fait qui sont basées sur le plan à long terme dans lequel il a travaillé. Donc c'est une personne en fait, il faut savoir qu'il y a très peu de personnes en fait au final qui étaient au courant de ce plan spécial. C'était que en fait le département en fait composé d'analystes, donc je crois que c'était une cinquantaine ou une soixantaine d'analystes. En fait c'était des spécialistes à la fois de la Russie, de l'OTAN, des spécialistes de l'Europe, des spécialistes de la désinformation. Donc voilà, tous ces spécialistes-là, en fait, une soixantaine de personnes donc, étaient au courant à Moscou du plan en fait à long terme du KGB. Donc, en fait, on a beaucoup de chance d'avoir un officier supérieur qui nous ait fait ces révélations, et c'est normal qu'on n'ait pas des centaines de témoignages qui parlent de ça. Enfin, il y a très peu de personnes qui étaient au courant. Donc il fait des prédictions en fait dans son dernier chapitre, et d'après donc Mark Riebling, qui a écrit un livre parlant entre autres de Golitsyn,
Donc Riebling en fait a compté le nombre de prédictions de Golitsyn, et donc il a établi qu'il y en avait 194 dans son livre New Allies for Old, et que sur les 194, 139 avaient été réalisés en 1993, que 9 étaient clairement fausses, et que 46 n'étaient pas encore réalisées. Donc voilà, il dit que 46 ne sont pas réalisées, mais c'est possible qu'elles se réalisent dans le futur. Donc en fait, c'est incroyable de voir que 139 sur 194 prédictions ont effectivement été réalisées. Enfin, c'est un taux incroyable. Ça fait 94% de réussite. Enfin, si on compte pas celles qui ne sont pas encore réalisées, ça fait 94%. Dans ses prédictions, et en fait, il parle de beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il parle de Solidarnosc, de l'importance que ça va avoir dans le futur. Il parle de la chute du mur de Berlin, donc il prédit la chute du mur de Berlin dès 1962 en fait. Enfin, il écrit dans son livre en 68 et c'est publié en 84. Ça fait quand même quelques années avant la chute du mur, mais il le prédit plusieurs décennies avant. Il parle aussi de Sakharov, enfin du fait que Sakharov est un faux dissident. En fait, c'est l'Union soviétique qui envoie des faux dissidents en fait, qui poussent à la convergence entre l'Est et l'Ouest. Donc il parle de ça dans son livre. Il parle aussi de la montée au pouvoir de Gorbatchev. Donc en fait, il précise même le nom de Gorbatchev plusieurs années avant qu'il soit élu. Et il parle même de la montée au pouvoir d'Eltsine, qui a été en fait fabriquée quelques années plus tard. Il parle de la dissolution du pacte de Varsovie, qui sera réalisée en fait par l'Est pour faire croire en fait à l'arrêt de la guerre froide. Donc en fait c'est pour faire semblant, enfin une technique de la Russie pour faire semblant que la guerre froide soit terminée. Donc en fait une dissolution du pacte qui pousserait en fait à la volonté derrière. En fait c'est une dissolution de l'OTAN en fait, une dissolution réciproque en fait. Dans les révélations les plus importantes, il parle en fait de la libéralisation du communisme. Donc il explique que l'URSS va être réformée. Donc en fait, voilà, quand le livre paraît, on est en 84. Donc c'est avant la chute de l'URSS. Il explique donc que l'URSS va être réformée pour apparaître plus similaire à l'Ouest. Donc en fait, c'est là qu'il explique que l'URSS en fait va prendre le côté capitaliste de l'Occident pour faire croire qu'au niveau idéologique, en fait, ça a changé, que tout est différent. Il explique donc que ce changement, c'est qu'un maquillage de surface, et que c'est réalisé en fait pour tromper l'Occident. C'est un but de tromperie. Dans le livre The Perestroika Deception, il complète son analyse avec les éléments de la décennie 84-1995. Et donc il dit clairement que la Russie n'a pas perdu sa volonté de destruction mondiale et sa volonté de convergence des deux blocs. Alors je vais citer un passage. Donc la convergence sera accompagnée par des bains de sang et des camps de rééducation politique en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Les stratèges soviétiques comptent sur une crise économique aux États-Unis et chercheront à introduire leur modèle de socialisme réformé à visage humain comme alternative au système américain durant la crise. Donc ça c'est page 46 de Perestroika Deception. Pour moi on reconnaît clairement, quand il parle de camps de rééducation politique en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, ça me fait vraiment penser aux camps de la FEMA qui sont déjà aux États-Unis. Voilà, je pense que c'est effectivement des camps de rééducation politique. Je vais donner une autre citation du livre, donc c'est à la même page. Les soviétiques ne luttent pas pour un arrangement sincère avec les démocraties occidentales, mais pour la victoire finale du communisme au niveau mondial. Ils n'introduisent pas un vrai capitalisme ou une démocratie ressemblant à celle de l'Europe de l'Ouest, mais ils créent une illusion pour tenter les sociodémocrates d'Europe de l'Ouest dans de nouvelles formes de front populaire et d'éventuelles alliances avec l'Union soviétique. Ils essayent d'exploiter les mêmes illusions pour pousser les Américains à adopter leur propre restructuration et la convergence des systèmes soviétiques et américains en utilisant pour cette fin la peur du conflit nucléaire. Donc voilà, on peut voir que c'est exactement ce qui se passe actuellement avec la montée des tensions et le rapprochement de certains groupes et de certains pays vers l'URSS. Voilà.
Enfin, la Russie, pas l'URSS, mais bon, c'est un petit peu pareil. Donc en résumé, il explique que soit l'Europe de l'Ouest acceptera le communisme, soit une troisième guerre mondiale éclatera. Voilà, on n'a pas le choix. Malheureusement, après tout ce que j'ai pu expliquer, les déclarations de Golitsyn sont très peu prises en compte par l'Occident, malgré le fait que 94% des prédictions qu'il ait faites soient justes. Voilà, enfin, derrière, il faut aussi voir le travail de la 5e colonne de mondialistes qui travaillent dans le même sens que la Russie, qui ont toujours cherché à décrédibiliser les révélations de Golitsyn. Ils ont cherché aussi à décrédibiliser James Angleton. D'ailleurs, il a été renvoyé de la CIA, voilà, parce qu'il traquait justement les cellules communistes qui s'étaient infiltrées dans la CIA, selon les dires de Golitsyn. Donc voilà, il a été renvoyé de son poste parce qu'il parlait un petit peu trop du danger d'infiltration communiste. Voilà. Étant donné que Khrouchtchev a été le créateur du plan à long terme, et qu'en plus de ça, il était le seul référent en fait de la cellule du KGB qui s'occupait de l'évolution de ce plan à long terme, je me suis demandé s'il y avait des évidences dans les écrits ou dans les discours de Khrouchtchev qui montraient qu'il était au courant de ce plan. Je suis tombé sur un discours de Ezra Taft Benson, qui lui en fait était ministre de l'Agriculture pendant les 2 mandats d'Eisenhower, donc de 1953 à 1961. Et donc cette personne, Ezra Taft Benson, a rencontré Khrouchtchev le 16 septembre 1959. Donc la date est assez intéressante, étant donné que ça tombe que quelques mois après la conférence de Moscou, en mai 1959, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a réuni près de 2000 officiers du KGB pour discuter de ce plan à long terme. I have talked face to face with the godless communist leaders. It may surprise you to learn that I was host to Mr. Khrushchev for a half day when he visited the United States. As we talked face to face, he indicated that my grandchildren would live under communism. After assuring him that I expected to do all in my power to assure that his and all other grandchildren will live under freedom, he arrogantly declared in substance, "You Americans are so gullible. No, you won't accept communism outright. But we'll keep feeding you small doses of socialism until you'll finally wake up and find you already have communism. We won't have to fight you. We'll so weaken your economy until you fall like overripe fruit into our hands." Je vais parler de Jan Sejna. Donc Jan Sejna, c'est un Tchèque qui a confirmé en partie les dires de Golitsyn. Donc en fait, il était général de l'armée, donc de l'armée tchèque, pendant la période communiste. Donc il a déserté, et donc il a rejoint les USA au début du printemps de Prague en février 1968. Donc il a écrit un livre aussi, qui s'appelle We Will Bury You. Donc c'est en fait la phrase qu'avait dit Khrouchtchev. Donc il a écrit ce livre en 1982. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi du plan à long terme de l'URSS, parce qu'il était à la tête de la section spéciale chargée de la correspondance avec Moscou. Donc il était dans la section spéciale de l'armée qui entretenait des liens en fait avec les différentes sections communistes des autres pays et notamment avec Moscou. Voilà, il a fait plusieurs prédictions aussi. Il a prédit donc que le mur de Berlin allait tomber. Il a aussi prédit que le pacte de Varsovie allait être dissous. Et il a expliqué que c'était aussi dans un but de déception. Voilà. Il explique qu'à partir de 1967, donc les pays du pacte de Varsovie en fait ont reçu en fait des ordres qui étaient en fait des parties du plan, donc du plan à long terme, avec les objectifs à remplir pour chaque pays et avec des limites de date. Donc Sejna comme Golitsyn parlent de la volonté de l'URSS d'éloigner les États-Unis de l'Europe, donc à la fois par la désinformation, par le discrédit, par les rumeurs. Donc en fait c'est de là que vient un peu l'expression de l'impérialisme américain.
Même si je suis tout à fait d'accord avec le fait que les États-Unis en ce moment ont une politique étrangère favorable aux mondialistes, mais c'est dû en fait à la cinquième colonne qui s'est infiltrée aux États-Unis. C'est pas la volonté des Américains de base d'imposer cette doctrine. C'est un petit peu comme en France en fait avec l'armée française qui a été envoyée donc en Afghanistan, au Mali, en Côte d'Ivoire. C'est pas du tout la volonté du peuple français et des élites bien françaises en général, c'est derrière en fait une volonté des élites mondialistes et de celles qui se plient au désir des élites mondialistes de rentrer dans le plan en fait. Donc en fait il faut bien comprendre que tout ce qui est traité transatlantique ou tout ce qui est en fait tout ce qui est information en fait montant l'Europe, par exemple comme les écoutes là, qui ont été révélées récemment là, par Wikileaks, même s'il y a forcément une part de vrai là-dedans, il y a une volonté derrière en fait de monter les États-Unis contre l'Europe pour séparer en fait les deux entités, pour détruire une alliance qui serait beaucoup plus forte unie que séparée. Donc en fait tout ça, derrière tout ça en fait c'est à la fois des agents de la Russie. Des agents de la Russie et la cinquième colonne mondialiste en fait qui travaille à la séparation de l'alliance de l'OTAN. Voilà. Donc en fait, Sejna explique qu'il y a une volonté de finlandiser l'Europe. D'ailleurs, actuellement, on le voit avec les événements récents de la Grèce. Je suis persuadé pour ma part que Tsipras va en fait aller dans le sens de la Russie. J'ai vu qu'il y avait des demandes de la part de Vladimir Poutine d'unir la Grèce à la Russie, de renforcer les liens. Je suis persuadé qu'en fait Tsipras, qui est d'ailleurs de gauche, je suis persuadé qu'il va se rapprocher de la Russie et qu'il va affaiblir en cela l'Union européenne. Donc c'est beaucoup plus facile en fait pour la Russie de faire détacher pays par pays, d'essayer de convaincre des pays de se rapprocher d'elle, pour après en fait avoir beaucoup moins d'opposants en face et que les opposants soient le plus désunis possible. Voilà, c'est encore une technique de Sun Tzu. Donc en fait, il y a une volonté, comme le dit Sejna, il y a une volonté de finlandiser l'Europe, il y a une volonté de provoquer des désordres internes, de provoquer des émeutes, une volonté d'attaquer la défense américaine et européenne, en disant que voilà, c'est une barrière contre la paix, que voilà, il faut pas installer il faut pas développer l'armée, qu'il faut réduire le budget de la défense, voilà, parce que en fait l'armée, selon la désinformation soviétique, l'armée est un rempart contre la paix en fait. Donc il pousse l'Europe en fait à réduire les budgets de défense et en fait à ne plus être sur leur garde. Donc ce que la Russie fait aussi, également, c'est qu'elle essaie donc de gagner des nouveaux alliés en décrédibilisant les pays colonisateurs. Donc ça, elle le fait particulièrement dans les pays du tiers-monde, ce qu'on appelle tiers-monde, les pays d'Afrique. Ils essayent en fait de faire passer l'Europe principalement, mais aussi les États-Unis envers les pays arabes, comme des pays impérialistes, comme des pays colonisateurs, pour en fait leur accorder leur soutien et pour en fait séparer l'Europe de potentiels alliés. Donc tout ce que je viens de dire là, ça fait partie de la phase 1. Donc la phase 1 du plan à long terme. La deuxième phase consiste à accroître donc la force militaire du pacte de Varsovie. Donc en fait, même s'ils sont plus dans le pacte, chacun de son côté en fait augmente les budgets de défense. Ça on l'a vu. C'est très visible en Chine et en Russie. Poutine a énormément augmenté le budget militaire, alors que bizarrement, tous les pays européens baissent leur budget de défense, alors qu'on sait très bien qu'il y a une menace qui arrive en face de nous, malgré le fait qu'il y a de plus en plus d'opérations extérieures. On voit les budgets européens, et particulièrement français, diminuer à vitesse grand V. Voilà. Ça c'est également voulu. Voilà. Donc après on rentre dans la phase 3, qui est la période de changement dynamique. Donc derrière ce nom sympathique se cache en fait
une fausse amitié entre la Russie et les USA, donc qui permettrait de recevoir des aides économiques. Donc la Russie en fait a besoin de l'Occident à la fois pour les technologies et pour l'argent. Et en fait une volonté aussi de faire chuter l'importance de l'OTAN durant cette phase, grâce à des outils économiques, donc par la création de crises économiques qui mettra en fait l'Europe à genoux. Voilà. Donc bizarrement, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on découvre dans le plan soviétique qu'il y avait une volonté en fait de créer une crise économique en Europe. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond exactement à ce qu'on a vécu en 2008 et qui a priori n'est pas fini. Enfin, je pense qu'il va y avoir très bientôt une deuxième phase en fait de crash économique qui va mettre en fait l'Europe à genoux comme le plan soviétique l'indique. Donc toujours dans cette phase 3, il y a la volonté de création de conflits locaux et régionaux en Europe, donc si c'est nécessaire. Voilà. Et toujours derrière en fait cette volonté de division entre l'Europe et les États-Unis. Donc ensuite on passe à la phase 4. Donc dans la phase 4, ils pensent que les États-Unis seront isolés. Et qu'à ce moment-là, en fait, ils vont détruire économiquement les États-Unis afin de faire émerger, en fait, dans les États-Unis, en fait, des forces pro-communistes. C'est-à-dire qu'une fois que les gens n'ont plus rien à manger, en fait, il est beaucoup plus facile d'agiter les gens et de les utiliser, en fait, dans le sens voulu. Donc dans cette phase 4, il parle aussi de l'éventualité d'une course à l'armement qui permettrait de faire plier les USA. Et si nécessaire, en fait, une destruction par la guerre. Donc suite à ma présentation d'Anatoly Golitsyn et de Jeanne Sejna, je vais vous mettre 2 extraits vidéo. Donc le premier, c'est de Sergei Tretiakov, donc en fait qui est un ancien du KGB puis du SVR. Le SVR, c'est la suite du KGB. Il est parti aux États-Unis en octobre 2000, donc c'est un transfuge tout récent. Il a écrit un livre qui s'appelle Comradji, qu'il a écrit en fait dans le but de réveiller les Américains pour qu'ils prennent conscience que la guerre froide n'est pas finie. Et le deuxième transfuge s'appelle Stanislas Lunev. C'est un ancien colonel du GRU. Et donc c'est le plus haut gradé du GRU à avoir fait défection aux États-Unis. Voilà, il explique entre autres dans ses livres que le KGB a financé tous les mouvements anti-guerre, et il explique aussi que la guerre froide n'est pas terminée. You've said America's naive about Russia, that we think the Cold War is over. You think that they're still trying to destroy us. People asking me all the time this question, Sergei, what's happened after the end of the Cold War? And I'm always asking them, who told you that the Cold War was ever over? It transforms, it's like a virus. You have no reason to believe that Russia has ever changed its military policy, that it must be prepared to fight a war with America, and that war will be fought on American soil. Do you still believe that? Rick, it's not belief, it's knowledge. Comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, cette volonté d'expansion russe n'est absolument pas quelque chose de secret. Elle est même rendue populaire à travers le mouvement pour l'Eurasie, dont le doctrinaire est M. Dugin. C'est un proche de Vladimir Poutine, et on sait que Poutine lui-même était un ancien du KGB, donc en fait ça doit faire il n'y a aucune surprise en fait. C'est juste le plan du KGB qui est rendu public par l'intermédiaire de Dugin pour que les masses en fait suivent Poutine dans son mouvement d'annexion de l'Europe et d'annexion des États-Unis. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. On envahit l'Europe et toutes leurs technologies sont à nous. Voilà le développement et la modernisation auquel vous aspirez. Voilà l'européisation de notre société, véritablement fondamentale, celui de l'invasion de l'Europe. Donc pour continuer mon analyse, je vais citer un extrait d'un livre de Serge Monat. Donc Serge Monat, je l'avais déjà cité dans ma vidéo sur les migrants. Donc ce livre, en fait, c'est
Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, c'est un livre qui a été donc publié en 1994, c'est-à-dire 5 ans après la chute de l'URSS. Donc c'est à la page 24 du livre. Donc je cite, « Selon des informations de sources sûres que nous avons en main depuis 1991, il nous est possible de reconnaître que le communisme n'est pas mort depuis la chute du rideau de fer en 1989, mais qu'il s'est plutôt transformé sous un nouveau visage, avec un accroissement militaire et technologique sans précédent depuis 1917. De plus, cette transformation, cette transmutation, devrions-nous dire plutôt, n'est que le paravent macabre cachant la mise sur pied du nouveau ordre mondial. En ce sens, il était prévu que le communisme, tel que connu jusqu'à cette date, disparaisse en apparence pour faire place à un semblant de démocratie. Ce temps de fausse démocratie devait permettre, pour sa part, aux nouveaux dirigeants de l'Empire Rouge de donc céder un contrôle nominal de l'Europe de l'Est, encourager en surface seulement la naissance de l'éclosion de mouvements démocratiques en Europe de l'Est et à l'intérieur même de l'URSS, d'ouvrir le rideau de fer et détruire le mur de Berlin, permettre la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, affaiblir ainsi l'économie de l'Allemagne occidentale et permettre à l'extrême l'émergence de tensions sociales et politiques intérieures, déclarer ouvertement la mort du communisme, la fin de la guerre froide et la supposée disparition des partis communistes de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est, avec l'aide du KGB, purger l'ancienne garde et placer à l'arrière-plan de la scène politique les communistes et les anciens collaborateurs communistes, changer ainsi le nom du Parti communiste et déclarer que le communisme est mort en Russie, donner naissance à de nouvelles organisations démocratiques, mais contrôlées par en dessous par des communistes et le KGB, tenir des supposées élections démocratiques, mais manipulées et contrôlées, en réalité par les nouveaux communistes, annoncer à grand renfort de publicité le démantèlement de la police secrète, mais en renouvelant l'ancienne structure, tout en lui donnant un nouveau nom et de nouvelles assignations. Utiliser la période d'euphorie et de confusion créée par la séduction de la chute du communisme pour renouveler, sous couvert de désarmement et de paix, le matériel militaire soviétique et détruire l'ancien, de même que permettre une importation massive de la technologie occidentale sans avoir, comme cela était le cas par le passé, à utiliser un nombre incalculable d'agents secrets. Établir la confusion à l'intérieur de l'Église catholique, en donnant l'impression que les promesses de Fatima se réalisent, et le jour où les masques de l'Élysion tomberont, se servir de la création de cette impression pour discréditer et les apparitions mariales, et tous les différents sites d'apparition, ce qui aura pour conséquence première d'affaiblir partout la crédibilité de l'Église, et de jeter la confusion dans ses rangs. Sous un autre angle, faire porter par l'Occident le lourd fardeau, donc de 40 à 50 milliards par année en dollars, de l'Europe de l'Est, ceci étant supporté dans le passé par l'URSS. Provoquer le retrait des troupes américaines de l'Europe de l'Ouest, pousser l'Europe de l'Ouest vers une certaine neutralité et provoquer la chute de l'OTAN. Faire en sorte que les États-Unis et l'Ouest se retrouvent à financer l'économie de l'Union soviétique, pour la 6e fois depuis 1921. Faire émerger un seul bloc économique, l'Europe de l'Ouest avec l'Europe de l'Est, en y incluant l'URSS. Pousser les États-Unis et l'Ouest à un désarmement massif dans cette nouvelle ère de fin de la guerre froide. Amener ainsi les États-Unis à interrompre l'aide supportant les mouvements anticommunistes à travers le monde. Et pousser les États-Unis à retirer leurs troupes militaires de la Corée du Sud et des Philippines. Suite à la lecture de cet extrait du livre de Serge Menard, je pense que tout le monde aura reconnu les éléments du plan de Anatoly Golitsyn et les éléments aussi apportés par Yann Sejnar. Actuellement, comme tout le monde a pu le voir, donc il se passe beaucoup de choses en lien avec la Russie, notamment en Syrie, notamment aussi au Tadjikistan. Enfin, peu de personnes sont au courant, mais en fait, la Russie va envoyer des troupes au Tadjikistan. La Russie a quand même aussi envahi quasiment l'Ukraine et la Crimée. On voit qu'en fait, qu'on est vraiment en fait au point où en fait toutes ces prédictions vont se réaliser.
Ce qui se passe aussi concernant les migrants est intéressant. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Les migrants en fait sont juste un moyen pour détruire l'Europe, qui permettra en fait à la Russie de nous écraser. C'est-à-dire qu'une fois que la pagaille sera enclenchée au niveau de l'Europe, la Russie pourra venir, ça sera comme du gâteau en fait. Ça sera extrêmement facile de détruire une Europe qui s'est déjà en fait détruite. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez regarder un petit peu le... Parce qu'on dit que on dit souvent que c'est Angela Merkel en fait qui a ouvert les portes de l'Europe aux migrants. C'est vrai qu'en fait elle a provoqué un appel d'air en disant que les migrants pouvaient venir. Maintenant, bon, elle essaie soi-disant de se rattraper, ce qui est pas vrai. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Angela Merkel justement est une ancienne de la Stasi. Donc en fait une soi-disant ancienne entre guillemets, parce que pour moi en fait elle n'a toujours pas quitté cette idéologie communiste. Elle fait partie de ces agents en fait de la 5e colonne qui en fait vont aider la Russie à conquérir l'Europe. Poutine ressuscite l'hymne national de Staline en faisant réécrire les paroles par l'auteur d'origine. Beaucoup de Russes sont réconfortés par le retour de l'hymne de leur enfance et voient avec fierté le drapeau rouge redevenir l'étendard de leur armée. On constate un retour des symboles. Par exemple, ce retour de l'hymne. Et on voit bien que Poutine voudrait imposer à tous un sentiment d'appartenance à un grand pays, une grande nation, une nation respectée partout dans le monde, crainte même. Nous sommes très importants sur le plan international. On cite souvent l'énergie comme la nouvelle arme stratégique de la Russie, passant sous silence sa superpuissance militaire. Pourtant, elle possède toujours 8000 têtes nucléaires de plus que les États-Unis. La Russie est devenue le 2e exportateur d'armes du monde, fournissant pas moins de 61 pays. En jouant sur la dépendance énergétique et sur le commerce des armes, Poutine réunit les 2 plus importants facteurs d'influence géostratégique de la planète. L'héritage de la guerre froide fait toujours des Américains et des Russes les 2 grandes puissances militaires, surtout en matière nucléaire. La Russie en a des milliers pointés vers l'Amérique. De la même manière, les armes nucléaires américaines sont en priorité dirigées vers la Russie. La volonté de Poutine est de vendre des technologies militaires à la Chine, l'Iran, le Venezuela ou d'autres pays hostiles aux USA. Il se peut qu'un jour cela aille plus loin. Poutine pourrait essayer de rétablir le système de la guerre froide où les superpuissances s'affrontaient via des pays satellites. И более того, мы развиваем свой ядерный комплекс сдерживания. Как вы знаете, недавно провели испытания новых систем баллистического оружия. В позапрошлом году успешно проведены испытания таких боевых комплексов, которых пока нет, и вряд ли раньше нас появятся на вооружении других стран мира. The illumination of 1,000 points of light. You think that this thing was some Bolshevik plot? Some Bolshevik plot?